Bienvenue sur Part et Aviré, l'aventure à la voile sobre et sauvage qui questionne notre faculté à changer de cap. Pendant 3 semaines, nous parcourons les côtes bretonnes sur la plus petite embarcation que nous ayons trouvée, un catamaran Hobie 416, et posons notre bivouac sur les terrains de l'écologie. Cette série de podcasts raconte notre aventure et les histoires personnelles de Bretons engagés. Bonjour, je suis Bénédicte. Dans ce 4e épisode, j'ai pris la relève de Vincent. Charles et moi devons rattraper à la voile le retard accumulé à Concarneau à cause d'une tempête. On vous raconte les 11 heures de navigation englouties d'un trait, puis le passage du Raz de Sein, et notre rencontre avec Serge Cottemeur, l'ancien gardien du phare de l'île de Sein. On évoque avec lui la bataille menée par les habitants contre EDF et l'État, pour pouvoir engager l'île dans une transition énergétique citoyenne. Mais à présent, place à l'aventure, on embarque. Putain, mais j'ai jamais aussi bien avancé auprès, hein. On file à combien, Béné, là? Ah non, plus que 6, là. Ah ouais. Je pense que tu peux te reculer encore un peu. Je suis plus bien dans l'axe. Pour rattraper le retard, il nous a fallu partir à l'aube. Et l'euphorie que l'on vient d'entendre est celle des premiers bords tirés ensemble après 2 jours bloqués à terre à réfléchir comment combler notre retard. Après une étude minutieuse des cartes, nous choisissons de partir à 6 heures du matin et nous trouvons la baie de la Forêt pleine d'une eau noire et agitée. Il nous reste encore 45 000 nautiques, la journée va être longue. Moi j'ai peur que le phare qu'on voit en fait ce soit le Guilvinec. Mais si c'est ça on avance franchement pas, hein. Le grand phare là, tu sais. Ou alors... Non mais il y en a aussi un sur la pointe de Pinmar, alors... c'est pas hyper évident. J'ai peur que ce soit le Guilvinec. Paris à Viré, ici Paris à Viré, il est 11h37, en direct au large du Guilvinec. Bénédicte est à la barre, le soleil a pointé le bout de son nez. Le clapot est encore bien formé, ce qui nous ralentit. Le vent est en train de se casser la gueule. Bénédicte, un petit mot pour Paris à Viré. Bonjour. Les conditions climatiques sont tout à fait correctes. Il s'agirait d'aplanir un petit peu cette mer qui nous secoue et de monter un petit peu le volume du ventilateur pour aller un petit peu plus vite, ce serait idéal. Mais là, avec ce petit soleil et ce temps magnifique bien dégagé, c'est quand même bien agréable d'être en mer. 6 heures après notre départ, nous arrivons à la hauteur de la pointe de Pinmar. La contourner en s'éloignant des côtes ne nous rassure pas dans ces vagues démesurées pour notre petite embarcation. La mer est noire, les vagues déferlent, c'est vraiment impressionnant. Il nous faut changer de bord au bon moment, car nous partons au surf et avons peur d'enfourner. L'inquiétude monte. Quand soudain, une famille de dauphins vient jouer autour de notre voilier avec une vivacité incroyable. De l'anxiété, je suis passé à la joie et suis ému de voir cette éclaboussante démonstration de vie marine. Bon, on vient d'arriver à Sein et Serge nous emmène chez vous, Serge, c'est ça? Dans le nord de l'île, pour un café par lot. Magnifique. Oh là, c'est beau, hein. Sur le quai nord. Vous avez ça tous les jours, sous les yeux. Ah ouais. Vous êtes malheureux. On voit super bien la pointe du Raz là. Ouais. Oui. Et c'est quoi? C'est la chèvre qu'on voit C'est la même. Ok. Sergio. Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Ça va, Jean? Ouais, ça va. Fais gaffe aux jeunes grenouilles, hein. Ouais. It's blue, orange, green.
colors of my dreams. On est sur une île qui est pas reliée au continent par un câble électrique. Donc on est autonome, quoi. Donc ce qui fait qu'on est géré par une société qui dépend à 100% d'EDF, qui s'appelle SEI, Service énergétique insulaire, dont dépendent tous les îles non connectées. Donc la Corse, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, Ouessant, Saint-Hémolène, les 3 îles du large comme ils appellent. Voilà. Donc ce qui fait que, mais ils ont aussi une particularité, c'est que toutes ces îles, que ce soit la Corse, sont alimentées en électricité par du fioul. Il n'y a pratiquement aucune île qui a autre chose comme approvisionnement. Non. Bon, moi à l'époque j'étais au phare et le phare avait la particularité, c'est qu'il accueillait que la centrale électrique de l'île. Donc EDF payait un loyer au phare et balise. D'accord. Et moi j'étais le gardien, donc je m'occupais de. En 2008, on s'est mis à la mairie, on m'a demandé d'aller à la mairie. Bon, c'est bien. Puis j'ai dit tiens, moi, j'aimerais bien avoir un projet comme ça. Bon, j'étais pas plus. Avoir un projet. Puis on connaissait pas du tout comment ça. On savait pas ça. On savait pas comment ça marchait, quoi. Et donc on a regardé dans les archives et on s'est aperçu qu'il y avait plein de projets depuis les années 80. Plein de projets. Ah, des projets qui avaient été à l'étude. Et des beaux, il y a eu des belles études de fait et tout. Même des projets européens comme le projet Respire, qui concernait 5 îles européennes, dont l'île de Saint. Et rien n'avait été fait. Là, on s'est demandé pourquoi. Alors EDF est venu nous voir. Ben non, on peut pas, c'est utopique. Ah bon? On peut pas. Moi, ce qui me motive, c'est s'affranchir du fioul déjà. Et on sait que EDF ne veut pas le faire. La position d'EDF, nous, on la comprend. Hein. Bon, pour eux, ils défendent un système. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas dans tous les projets. La Bretagne a un déficit au niveau énergétique, mais ils n'ont pas le réflexe du renouvelable, quoi. Il n'y a pas une seule hydrolienne offshore en France, quoi. Hein, en Suède, ils sont en train de déjà changer leurs vieilles hydroliennes qui ont 30 ans. Hein, ils changent déjà leurs champs éoliens en Suède, ils ont 30 ans. Et nous, on n'en a pas une seule, quoi. À ce stade, il nous faut préciser quelques données de contexte. En France, l'électricité est produite environ à 3/4 par nos centrales nucléaires. 10% sont réalisés par nos barrages, 10% par des centrales à gaz et les quelques pourcents restants par des panneaux solaires et des éoliennes. Au niveau national, cette production est organisée à travers la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit à quel rythme nous fermerons des centrales nucléaires, nous installerons des énergies renouvelables et comment sera composé notre mix énergétique futur. La PPE, réalisée en 2015, comporte un volet dédié aux îles du Ponant, qui prévoit une production d'électricité sur l'île de Saint provenant d'énergies renouvelables à 28% en 2018, à 50% en 2023 et à 100% en 2030. Elle précise également les projets photovoltaïques et éoliens devant permettre d'atteindre ces objectifs. Mais il paraîtrait, selon Serge, que EDF SEI est une explication pour ne pas réaliser ces projets. On ne peut pas ingérer plus de 20% d'énergie renouvelable dans un réseau déjà existant, ça va le mettre en péril, tout, bon bref. Donc je dis, attendez, donc ça nous condamnait à cramer du fioul pendant des années, quoi. Donc on s'est aperçu que financièrement, je veux dire, le surcoût, parce que ça coûte très cher, ça coûte très très cher l'électricité sur l'île, mais comme il y a la péréquation, la péréquation, ça veut dire que tout le monde paye le même tarif que ce soit en Polynésie, en Corse. Vous n'êtes pas puni parce que vous habitez sur l'île de Saint. Par contre, c'est contribuable par l'intermédiaire d'une taxe qui s'appelle la CSPE, que vous pouvez voir sur votre facture. Hein. La contribution au service public de l'électricité, CSPE, est un prélèvement fiscal sur la consommation d'électricité en France, créé au début des années 2000. Il sert à dédommager les opérateurs des surcoûts engendrés par les obligations qui leur sont imposées par la loi sur le service public de l'électricité, et vise à rendre ces obligations compatibles avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Autrement dit, cette taxe permet de financer la différence entre le coût de revient de l'électricité et le prix de vente. L'île consomme actuellement 420 000 litres de fioul chaque année. Le coût de production serait de 45 centimes par kilowattheure, un montant bien supérieur au prix de revente qui s'élève lui à 5 centimes le kilowattheure. La différence estimée à plus de 400 000 € par an est payée par le contribuable via la CSPE. Au-delà des craintes de coupure du courant et des freins réglementaires,
EDF n'a sans doute pas intérêt à voir les ZNI sortir de son giron, car selon la Commission de régulation de l'énergie, la péréquation tarifaire dans les ZNI devrait ainsi apporter 571 millions d'euros à EDF en 2019. Pardon, vous vouliez passer 100% quoi? Renouvelable. Renouvelable, mais vous aviez en tête déjà des solutions ou... Ah bah oui, nous c'était l'hydrolien, l'éolien, le solaire, le thermique, enfin là. D'accord, vous vouliez disposer d'un De toute mix... façon, la transition énergétique, c'est pas une solution, c'est 100 projets mis bout à bout, quoi. Et donc on a créé avec la population, enfin à l'époque on a fait des réunions publiques et tout, ça marchait vachement bien. On a créé une société, une SAS, IDSE, quoi. Donc, et là bon, c'est là que ça a divergé, quoi. Bon, une partie de la mairie a dit c'est opposé, et reste, bon, EDF les a bien retournés comme ils savent le faire. Un groupe électrogène, ça tourne jamais au ralenti. Ça tourne toujours à 1500 tours minute minimum. Donc même avec 0 ampère au cul, il va quand même consommer une tonne jour. Je me permets une petite parenthèse sur l'impact de ce générateur. Si l'on regarde de près les émissions liées à la combustion du fioul et qu'on les rapporte à l'électricité produite, on s'aperçoit que le kilowattheure consommé sur l'île de Sein émet environ 30 fois plus de gaz à effet de serre que le kilowattheure consommé en France continentale. Ces chiffres sont tirés de calculs personnels en s'appuyant sur la base carbone et les données de la PPE de 2014. Mais comment a été accueilli le projet d'énergie renouvelable citoyen dont nous parle Serge? Donc depuis, on s'est aperçu que notre projet au début nous a pris pour des farfelus. Donc il se moquait un peu. Les petits paysans, on nous appelait les petits paysans de l'île de Sein. Pas pourquoi dire paysans, mais bon. Et après, on est venu dangereux. Là, on a eu les gendarmes. On a eu une enquête qui a duré 6 mois, avec intimidation et tout. C'était rigolo. Donc là, on a pris un avocat. L'avocat a écrit au procureur de la République qui a classé sans suite. Ça a pris quelle forme ces intimidations? Il téléphonait le dimanche soir en disant aux gens, vous savez que votre projet, vous allez perdre, le maire est contre, enfin bref, plein de projets, plein de... Parce que vous étiez déjà en justice à ce moment-là? Non. Il y avait... Alors j'ai dit, mais moi j'étais convoqué à la gendarmerie, j'ai dit, mais vous cherchez quoi? C'est-à-dire, dites, vous n'avez pas le savoir. Il me dit, qui a porté plainte? Vous n'avez pas le savoir. Bon, tu vois, c'est... Donc je lui dis, et en plus il connaissait même pas le projet, le gars. Mais il cherchait la faille, quoi. Cela me rappelle une phrase attribuée à tort à Gandhi et utilisée par Trump dans l'un de ses discours. D'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent et enfin vous gagnez. Donc on était dangereux. Et après, je me rends compte comment on a classé sans suite, puis en plus, nous, on continuait toujours à exister et à se battre, et puis on faisait notre chemin. Ils ont récupéré le projet en disant, nous, on va le faire maintenant. Bon, voilà. Mais bon, alors il y a des éoliennes dans la cour de l'école qui tournent pas, parce qu'elles ne sont pas reliées au réseau. Enfin, il y a plein de projets comme ça, quoi. Voilà. Et ils communiquent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de communicants qui viennent de Paris. Le pire, c'est les hommes politiques qui disent qu'ils vont faire et qui font pas. Ça, c'est une phrase de Greta Thunberg. Ouais. Et ça m'avait touché, ça m'avait frappé parce que c'est exactement ce qui se passe à l'île de Sein, quoi. On dit qu'on fait. Alors c'est à coup de mensonge aussi, parce que l'EDF, le culte, c'est une entreprise qui s'embarrasse pas de fioritures. On voit bien avec le PR, on voit bien avec même sur l'île, quoi. On a économisé l'année dernière 50 tonnes de fuel. C'est impossible d'avoir économisé 50 tonnes de fuel. Parce que pour économiser 50 tonnes de fuel, il faudrait que les groupes soient arrêtés pendant 50 jours, en gros, quoi. Et les groupes, ils sont arrêtés pour une demi-heure, puis ils ont mis des batteries et tout. Mais les batteries, dans 5 ans, en 2030, elles seront obsolètes, il faudra les remplacer. Et ça coûtera 1 million d'euros encore, mais bon. Et l'île de Sein est devenue pour eux aussi un combat, parce que nous, on avait proposé un amendement à une époque qui est passé au Sénat. Et là, ils ont réagi de suite, et puis ils l'ont supprimé quand c'est venu en lecture à l'Assemblée, quoi. Là, ils l'ont supprimé. Il visait à quoi cet amendement? On disait que d'autres opérateurs pouvaient intervenir sur l'île. Là, actuellement, on ne peut pas. Donc c'est un marché qui est... C'est clos. C'est un marché qui est clos, EDF a le monopole, quoi. Voilà. Ouais, monopole. Et nous, on veut briser ce monopole. Et là, du coup, la région, au départ, elle était pour. Après, on s'est aperçu qu'ils sont contre. On sait pourquoi. Ils sont devenus contre. Donc, du coup, on est parti à Paris, au niveau de l'État. On s'aperçoit que l'État après était pour aussi, il y avait du temps de Ségolène Royal, c'était bien, on était des gens formidables, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Mais bon, elle s'est fait aussi
le lobby de l'EDF a bien marché, on n'a rien pu faire. Et là maintenant on est en Europe. Et là l'Europe c'est une autre... c'est-à-dire en France, l'EDF n'a pas peur de l'État. Ils s'en foutent que ce soit Hulot, le ministre, que ce soit Rugy, ils s'en balancent complètement. Ils n'ont pas peur de l'État. Ils sont plus forts que l'État. On voit bien au niveau du nucléaire, on voit bien au niveau du renouvelable. Mais par contre, l'Europe, ils ne maîtrisent pas. Et nous, l'Europe, on a été reçus par les plus hautes autorités européennes, avec monsieur Ristori, qui est le délégué à l'énergie à l'Europe, quoi. On a été reçus par les députés, on a été reçus par bien reçus. Et là, maintenant, on passe en commission. Il y a 3 commissions qui s'occupent de notre projet. On a pris des avocats aussi. Une avocate allemande et une avocate française, qui sont militantes. C'est des gens parce qu'il faut être faut être convaincu, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'une bonne quarantaine d'habitants qui sont membres de cette société. Ouais. Comment vous fonctionnez entre vous ? Tous les ans, on fait une réunion publique. On parle de l'avancée du projet, mais bon, là, le projet, le combat maintenant, c'est à Bruxelles, hein, donc on est loin du terrain, quoi. Mais nous, on sait exactement ce qu'on veut faire, et puis bon, c'est l'avenir. Généralement, nous a dit, les projets comme le vôtre, c'est 10 ans. Hein, 10 ans de combat, 10 ans pour exister, 10 ans pour faire son chemin. Donc on en est à la 6e année. Hein, bon, on a encore 4 ans à attendre. Mais ça va, nous, comment je dirais, c'est inéluctable, quoi. Et c'est irréversible, quoi. Tôt ou tard, si c'est pas nous qui le feront, ça sera d'autres gens qui vont le faire. Bah ouais. It's blue, orange, green, colors of my dreams. It's blue, orange, green, colors of my dreams. Est-ce qu'on peut parler un peu de la vie que vous avez sur cette île ? Ça veut dire quoi être habitant de l'île de Sein à l'année ? Être résident ? Oh, je sais pas. C'est dur à dire, hein. Bon, c'est une vie un peu spéciale, hein. On dépend de... moi, de mon métier, j'ai toujours dépendu de la marée, du temps, pour les relèves, tout ça. Donc, ça me change pas beaucoup. Et là, on dépend du bateau. Ah, là, il fait beau, le bateau passe, mais bon, l'hiver, il passe pas. Donc, il faut savoir gérer la nourriture, savoir gérer l'approvisionnement, savoir gérer ces trucs sur le continent. Par exemple, c'est rendez-vous chez le toubib ou chez le dentiste. Voilà, bon, Vous êtes hyper dépendant du continent ou il y a de la production alimentaire par exemple sur l'île ? Ah oui, il y a ce qu'il faut sur l'île, hein. Puis moi j'ai un bateau. On a un bateau, on pêche, on se débrouille, hein, l'été, l'hiver. J'ai vu les casiers là. Ouais, moi ça c'est des casiers que j'ai récupérés là. Donc on fabrique des casiers, puis on les perd aussi, on arrive à les perdre. Mais, et puis bon, ça suffit largement, quoi. Bon, mais c'est une vie spéciale, hein, c'est une vie. On est vraiment proche, on est très, très proche de la nature, quoi, des éléments, qu'on dirait. Oui, parce que vous en êtes dépendant. Ouais, et puis je sais pas, depuis même que j'habite ici, je vois le soleil se lever tous les jours, quoi, dire. Et je vois, bon, l'hiver il est là, et l'été il est là, quoi, dire. Donc là maintenant il ne peut pas arriver là, on descend petit à petit. Il arrive plutôt dans le fond de la baie de Padodiane de Douarnenez. Ouais, mais au maximum le 24 juin il est là. Alors je me lève tous les jours, sur le cap de la Chaire. J'ai fait une photo pour... Ouais. Et un peu à droite de Thévenec, quoi. Donc on est vraiment confronté aux éléments, puis on est pas dépendant quand même, mais on joue beaucoup avec la météo, quoi. Bon, Est-ce qu'on peut venir un peu sur votre parcours personnel ? Ouais. Et vous nous racontiez un petit peu le métier que vous avez exercé, ce qu'il est devenu. Ouais, quand j'ai commencé, j'ai fait tous les phares j'ai fait 3 ans à la Vieille, hein, en tant qu'auxiliaire. J'ai fait Armennes, Saint,
le phare d'Armennes, le phare de la Vieille, les Pierres Noires, le Four. J'ai pas fait les phares de Ouessant parce qu'à l'époque ils embauchaient plein d'auxiliaires à Ouessant. J'ai fait un peu Madelot sur la Véleda et après j'ai passé un concours. On était fonctionnaire État. Après je suis parti 5 ans en Corse, Ah ouais. à Calvi. Après je suis revenu au Glénan. Mhm. J'ai fait 8 ans au Glénan. Après on a première automatisation, enfin à Calvi la première automatisation. Les Pinfret, le Haut-Glénan, la deuxième automatisation. Après je suis venu, j'ai fait 4 ans. J'ai eu un petit intermède à terre dans un centre d'intervention à Concarneau et ça me plaisait pas. Il n'y avait pratiquement pas de moyens pour travailler. Donc je suis venu à Saint en 97. Et ça- là j'ai fini, et là j'ai fermé le phare à Saint en 2016. Voilà. et Fin du parcours. ça consiste en quoi être gardien de phare? Enfin, ça consistait en quoi? Bah à l'époque, quand j'ai commencé, c'était encore le 19e siècle. Hein. C'était des feux à pétrole, hein. Donc à vapeur de pétrole. Ah ouais. Ah ouais, donc il fallait, c'était surveillance. Et puis bon, c'était un métier à part entière. On était moitié marin, moitié technicien, quoi dire. Vous avez toujours été proche de la mer dans votre enfance? Enfin, qu'est-ce Ah qui bah vous a oui, amené moi- à devenir gardien de phare? Bah, j'avais un oncle qui était gardien de phare ici déjà, donc je venais passer les vacances ici quand j'étais gamin. Ok. J'avais la famille qui était dans les phares, et puis voilà. Puis bon, un jour, il m'a demandé, tu veux pas, en 74, tu veux pas un remplacement l'été? J'ai fait des remplacements l'été, c'était sympa. Ouais. Puis après, bon, j'ai passé mon bac. Après le bac, bon, j'ai eu une courte période de chômage, je crois 15 jours, 3 semaines. Ils m'ont rappelé. Et bon, bah, en 75, après je suis parti, quoi. Fin 75, Hmm. là je suis parti. Après j'ai fait 3 ans à la Vieille. Après, bon, Et on reste combien de temps seul quand on est gardien de phare? on C'est n'était des pas, rotations? on était pas seul. Les phares en mer, il y en a toujours 2. D'accord. En gros, c'est une semaine, quoi. Dire, il y a une relève toutes les semaines. Si la mer le veut bien. Ah bah ouais, surtout les phares ici. Les phares comme Armennes, là, c'était, on savait quand on montait, on ne sait jamais quand on descendait, quoi. Dire, mais bon, c'était un métier, quoi, qui était reconnu. Il y avait plein de gens, il y avait beaucoup de monde sur l'île. Il y avait un bateau, le bateau de ravitailleur était à Lille. Donc il y avait déjà 5 marins. Il y avait les familles du grand phare de Saint, donc il y avait 4 familles. Il y avait les familles du phare d'Armennes, il y avait 3 familles. Donc ça faisait déjà, il y avait une classe d'ouverte, déjà rien qu'avec les enfants des gardiens. Et c'était depuis 2016, il n'y a plus un seul fonctionnaire État sur l'île, quoi. Donc l'État crée ses propres déserts. Ces déserts, quoi. Bon, et j'imagine bien dans les campagnes, j'ai fait quelques réunions avec des maires, avec des populations similaires, quoi, des petites communes. Ils n'ont plus rien, quoi. Nous, on a la chance, on a 5-6 bistrots, 7 bistrots, on a un hôtel-restaurant, on a un De la docteur. vie, ouais. Il y a des communes du centre Finistère, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, vraiment. Et nous, on a beau habiter sur une île. Moi je dis aux gens d'île, vous plaignez pas trop parce que bon, vous avez quand même pas mal on a une boulangerie, on a deux épiceries, on a des restaurants, qu'est-ce qu'on a encore? On a un collège. Ah oui, un collège sur l'île de Saint. Le collège des îles du Ponant. Donc on va de l'école de la maternelle jusqu'à la 3e, quoi. Ah ouais. Ah bah ouais, bon, ils sont deux au collège, mais bon, ça fait rien, quoi. Mais ils font beaucoup de télé, comment on dit, Télétravail, ouais, ouais. comment on dit, École à distance. ouais. Et avec les autres, ils ont des relations avec des autres écoles du Ponant qui sont l'île de Bas, Molène, Ouessant, Groix. Voilà. C'est vraiment. Non, on est vraiment assez bien lotis, quoi. Bon, il y a le vétérinaire qui monte, il y a l'ostéopathe qui monte, voilà, bon, le coiffeur qui monte, voilà. Bon, on n'est pas besoin de se déplacer, c'est les gens qui viennent à nous, quoi. Bon, et ça on a une vie relativement par rapport à un milieu rural. On habiterait le centre Bretagne, on n'aurait pas tout ça, quoi. Dire. Vous êtes moins enclavé qu'on peut l'imaginer. Complètement. Ouais. It's blue, orange, green colors. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous vous raconterons notre navigation jusqu'à Brest avec une belle galère de bateaux échoués en chemin. À Brest, nous irons à la rencontre de Mireille qui se bat elle aussi. Depuis 30 ans, elle cherche à préserver la plus ancienne rue de Brest et à trouver que la convivialité et la fête étaient les meilleurs moyens pour y arriver. Paris à virer est une série indépendante en 8 épisodes. La musique était un extrait de Blue Orange Green de Jimmy Woo. À très bientôt!